Évidemment, ça se remarque également par la rouverture des écoles, des marchés, mais également du commerce. Il y a présentement la libre circulation des personnes sur la route nationale numéro 27. Et pour matérialiser les conquêtes militaires, les forces armées ont récupéré, défait, chassé et récupéré 20 localités qui étaient investies par ce mal cancérisé. Dans la province du Nord Kivu, comme vous avez eu l'habitude de le savoir, il y a des opérations qui sont menées là-bas, appelées Sukola 1, Grand Nord, dans les territoires de Béni, dans les villes de Butembo, et tout autour. Je l'ai dit en introduction, nous avons contrôlé et occupé toutes les places fortes de l'ADF et ses forces supplétives locales. Nous avons neutralisé 35 ADF, dont 14 étrangers. Nous avons capturé 5 leaders de l'ADF qui sont en exploitation en ce moment par les services, de manière à savoir qu'est-ce qu'ils sont, qui sont-ils, comment ils ont planifié, quoi ils ont planifié, qu'est-ce qu'ils vont faire dans l'avenir, de manière à prendre des dispositions pour neutraliser ceux qui seraient obligés ou seraient désignés pour faire telle ou telle action contre la population. Nous avons appréhendé 70 collaborateurs. C'est des Congolais comme vous et moi, vivant dans ces secteurs-là, qui ont décidé, qui ont vendu leur âme au mal, qui ont décidé de vivre ou de collaborer avec les égorgeurs, de manière à leur donner des indications sur le mouvement de la population, sur le mouvement des forces armées, sur les activités militaires. Ces gens-là, 70 au total, Congolais comme vous et nous, décident de vendre leur âme et de se mettre au service résolument du mal. Pas seulement, mais il y a aussi des gens qui ont donné leur véhicule, un monsieur, un homme d'affaires, il a donné 5 de ses véhicules à ce mouvement terroriste pour le transport des effets militaires, des effets pillés, mais aussi des motos. Ces 5 véhicules et ces motos, nous les avons saisis. Quels sont, vous allez me poser la question, les grands sanctuaires aujourd'hui conquis et contrôlés par les forces armées de la République démocratique du Congo? Il y a Mwalika. Au total, 38 000 Congolais font l'agriculture dans Mwalika. Avant que Mwalika ne soit occupé et libéré par les forces armées de la République démocratique du Congo, ces voyous, ces criminels, les gorgeurs, faisaient la loi à Mwalika au point d'obliger nos populations, nos papas, nos mamans, nos sœurs, nos frères, nos enfants, à leur devoir tout, y compris leur propre vie. Et ils prenaient l'agriculture, le produit agriculture, ils prenaient pratiquement, ils étaient presque un peu des esclaves. Aujourd'hui, Mwalika libéré, ces 38 000 personnes ont repris leur activité agro-pastorale dans ces landes. Nous avons également Mayangose. Pour ceux qui connaissent la ville de Béni, Mayangose, c'est comme la poche de Béni, c'est le grenier de la ville. C'est juste légèrement en face de l'aéroport de Mavivi, à droite. Quand vous montez vers l'aéroport, vous descendez, vous êtes dans la forêt de Mayangose. Là aussi, 36 000 cultivateurs. Pendant la durée d'activité, pendant toute la période où ces criminels avaient investi Mayangose, on n'avait rien à manger dans la ville de Béni, tout venait de l'extérieur, vous comprenez, le pays voisin, plus proche.
Et les gens n'avaient pas la capacité, la possibilité d'aller travailler. C'est des agriculteurs, n'avaient pas la possibilité d'aller se livrer aux travaux des champs, produire le café, le cacao, mais également revendre, produire le lait, parce que c'est aussi des éleveurs. Ils n'avaient pas cette possibilité parce qu'ils s'étaient occupés par des criminels. Aujourd'hui, Mayangose est libéré, est contrôlé, sécurisé. Il y a Madina, pour ceux qui ne le savent pas. Madina, c'est en fait un nom d'emprunt, parce que pour ces gens, ces livres, à la pratique religieuse à laquelle vous pensez en ce moment comme moi, ces gens-là avaient pris un nom en référence à la Mecque, à la Médine. Ils ont pris ce nom-là pour baptiser une localité située dans la forêt chez nous, forêt dense et touffue. Ils ont dit Madina. Et quand vous arrivez dans cette forêt touffue dense, vous trouvez des tranchées, vous trouvez des cavernes, vous trouvez des planchers de communication, comme on dit. Ils ont tracé, ils ont creusé, ils ont mis des trous très profonds dans lesquels ils communiquent facilement. Ils ont créé un monde à eux là-bas. Et quand nous bombardions, quand nous tirions sur eux, ça n'avait pas d'effet parce qu'ils étaient cachés dans ces bunkers-là. Aujourd'hui, totalement nettoyé, Madina est sous contrôle. Il y a Karawe, une localité, il y a Kazaroho, il y a Mapobu 1, Mapobu Sud et Mapobu Rivière. Il y a le P43, donc au kilomètre 43 sur la route Mbao-Kamango-Nobili. Il y a également ce qu'on appelle Mont-Olive et la localité appelée Karlik, c'est dans la forêt. Toute la partie ouest de la route nationale numéro 4, partant de Beni à Oicha vers Mandoumbe, Maleke et Mamove, toute cette partie aussi est aujourd'hui sécurisée. Et donc les Congolais, vos frères, vos parents, vos amis, vos connaissances, circulent librement dans ces endroits parce que nous avons fait ce travail à votre service. Dans le secteur opérationnel Sukola 2, Nord Kivu, nous avons également intensifié des opérations. Et nous avons exercé une pression militaire accrue sur les territoires de Massissi et sur les territoires de Rutshuru, évidemment contre les FDLR, contre les Nyatura et contre l'APCLS et un mouvement qu'on appelle NDC Rénové, évidemment avec leurs forces supplétives locales. Grâce à ces opérations-là, nous avons privé à l'ennemi l'initiative. C'est nous qui menons et eux subissent l'action. Et en conséquence, nous avons conquis 12 localités, nous avons neutralisé 33 combattants, nous en avons capturé 3 et 18 combattants se sont rendus, pas parce que nous sommes très beaux, mais parce que la pression était tellement forte qu'ils ne pouvaient pas résister. 2 leaders de l'APCLS ont été neutralisés. Il s'agit de Kibongo et de Mundosi. Le groupe armé CMC Nyatura de Domi, c'est le patron de ce groupe, totalement en perte de vitesse, a déclaré qu'il n'est pas à se rendre parce qu'il ne peut pas résister à votre armée. Et à cette occasion-là, nous avons récupéré 13 armes et une importante quantité de munitions aujourd'hui entre nos mains. Au plan politico-administratif, dans la province de l'Ituri, nous avons intensifié la sensibilisation des notabilités dans les territoires d'Irumu et de Djougou. Grâce à cette sensibilisation, la notabilité de Djougou et de Irumu a signé, a accepté et signé un acte d'engagement pour
pour soutenir les FARDC, dénoncer les mouvements suspects et les personnes suspectes, mais surtout sensibiliser leurs enfants pour ne plus suivre le mouvement terroriste ou les miliciens. En définitive, c'est pour soutenir l'état de siège. Grâce à cette sensibilisation et à toutes les mesures prises au plan militaire, mais également politico-administratif, il y a une nette sécurisation de la route nationale numéro 27 et la reprise du trafic dans les conditions sécurisées. Dans la province du Nord Kivu, toujours au plan politico-administratif, vous avez sûrement appris, nous venons de libérer le 3 juin 26 élèves qui avaient été enlevés le 1er du même mois à Tchani par les ADF. Nous les avons pourchassés et nous les avons neutralisés et nous avons récupéré les élèves tous sains et saufs. Ils ont été remis à la société civile qui les a retournés chacun dans sa famille. Présentement, nous sommes en train de déployer un hôpital militaire de campagne, l'idée par la 221e compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide. C'est quoi? C'est une unité préparée par l'armée au corps de santé militaire pour s'occuper des catastrophes, mais également des cas urgents en termes de maladies, en termes de situations compliquées, maladies, interventions en cas d'épidémie ou de catastrophes naturelles. Nous avons au sein de l'armée une unité dédiée qui s'appelle Unité médicale d'intervention rapide. C'est cette unité-là, tout au moins sa compagnie, environ 150 soldats, qui sont préparés et ont été déployés là-bas pour pouvoir soutenir la population dans tout ce mouvement après l'irruption, mais évidemment en secours aux gens qui sont blessés sur les théâtres. Nous avons également déployé l'unité du génie militaire qui travaille avec les humanitaires à la réhabilitation de la route, mais également pour ouvrir d'autres tronçons. Et la compagnie de l'unité médicale d'intervention rapide et l'unité du génie travaillent également pour le retour, le rétablissement de l'électricité, mais aussi de l'eau. Son Excellence vous a dit, pendant que l'équipe gouvernementale était là, toutes les mesures ont été prises. Aujourd'hui, l'eau et l'électricité sont redevenues une réalité dans la ville de Goma. Également, l'unité des génies a travaillé, collaboré à la rouverture de l'aéroport de Goma. Comme l'a si bien dit le Premier ministre dans son point de presse, les déplacés, grâce à la location, à la préparation qui a été faite, des bus ont été préparés et ont transporté des gens pour les ramener dans de bonnes conditions dans la ville de Goma. Retenez surtout que la sécurité est de mise maintenant sur la route nationale numéro 4 qui part de Mbao, Kamango, Nobili et sur l'axe Kasinga-Kididiwe. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'axe, c'est la route qui passe par Semliki pour aller à la frontière entre nous et l'Ouganda. Cet axe-là est resté non pratiqué, non suivi par des gens près de 20 ans durant parce que le fameux triangle de la mort. C'est le fameux triangle de la mort. Les voyous, les terroristes étaient là-bas. Tout celui qui s'est hasardé à aller là-bas était fauché. En Ituri, sur le plan sécuritaire, la police nationale a arrêté 5 miliciens de la Codeco avec 15 armes et 11 chargeurs garnis et 2 miliciens
des FPIC, appelés Chinyakilima, ont été aussi neutralisés. Et suite à la pression militaire, plusieurs groupes armés, aussi bien dans le nord Kivu que dans l'Ituri, ont déclaré leur disponibilité obligée à se rendre de manière à éviter le rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà. Excellence, c'est le plaisir. Merci, Général. Parole au commissaire supérieur. Merci, Excellence. Comme le général Richard venait de le dire, les forces de défense combattent les ennemis au front. De même, la police traque les criminels dans les agglomérations. Et vous conviendrez avec moi, depuis que le état de siège a été proclamé, plusieurs criminels ont senti qu'ils étaient insécurisés et ils ont planifié de rejoindre les provinces avoisinantes. Et c'est ainsi que vous verrez par précaution les comités provincial de sécurité du Sud Kivu a résolu d'ériger certains postes de contrôle de police pour décourager l'arrivée de ces mauvais citoyens. C'est ainsi que vous apprendrez qu'une moisson abondante a été faite dans l'axe Goma-Sake-Boremana-Minova en partant vers Bukavu. Il y a eu une saisie pas moins de 6 armes AK-47 et munitions de guerre à Minova ainsi qu'au port de Bukavu lors du débarquement de déplacés. Ça, il s'agit, n'est-ce pas, de la circulation contrôlée des armes de guerre. Et quid, n'est-ce pas, de la récupération des armes de guerre en circulation auprès de la population. Un appel a été lancé par le gouvernement militaire à la population de remettre volontairement les armes de guerre qui se trouvent être malencontreusement détenues entre leurs mains. Aussi, par la même occasion, il a été lancé un appel aux groupes armés de déposer les armes et de se regrouper dans les sites érigés à cet effet pour la réinsertion à la vie civile. Quid des opérations mixtes de traque des inciviques lors de patrouilles mixtes forces de l'ordre et de défense. Le journal vient de le dire que il y a de cela quelques semaines, nous avons vu, nous tous à la télévision, nous avons suivi qu'il y a quelques prises encourageantes et alléchantes, dont notamment on a parlé de 5 suspects qui étaient en possession de 15 armes AK et avec plusieurs armes chargeurs Gami. Ils étaient auteurs présumés de 4 cas de meurtres par balle intervenus à Bunia du 16 au 23 mai 2021. Ils ont été cueillis lors des enquêtes menées par les forces de l'ordre, appuyées par les forces de défense. Pas plus tard que ce mardi 8 juin 2021, dans le cadre de la sécurisation de la ville de Bunia et ses environs, il a été procédé à la présentation officielle des 2 présumés criminels miliciens de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo. Et ils sont poursuivis, n'est-ce pas, de participation au mouvement insurrectionnel, de détention d'armes et munitions de guerre, de terrorisme, assassinat. Il s'agit là d'un joli coup de filet par les forces de l'ordre et que ces 2 présumés criminels étaient illustrés dans l'attaque et assassinat de 3 ingénieurs spécialisés en captage d'eau, d'un policier et d'un taximène. Ils ont été assassinés au mois d'octobre 2020. Et c'est ainsi que, comme l'avait dit le général, le gouvernement militaire appelle à la collaboration, appelle la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations dans le cadre de la police de proximité et des actions civiles militaires. Puisqu'il s'agit de l'ordre public, nous allons parler un peu, n'est-ce pas, les soucis de la préservation des droits de la défense des recours dans le cadre de la justice militaire. Étant donné que l'action de juridiction civile a été substituée par celle de juridiction militaire,
au niveau de Nord Kivu à Béni, il a été procédé à la suppression de la cour militaire opérationnelle qui était basée à Béni, cette juridiction militaire d'exception statuée en premier dernier ressort. Le tribunal militaire de garnison situé à Béni, les animateurs ont été instruits de vider la saisine des dossiers pris en délibéré sans plus. Au niveau de Goma, il y a la cour militaire et le tribunal militaire de garnison. Lorsqu'il y a eu éruption volcanique, il y a eu les activités judiciaires étaient momentanément freinées à cause de cette catastrophe humanitaire. Mais au niveau de l'Ituri, il a été procédé à la création d'une cour militaire ordinaire. En attendant la mise en place effective de celle-ci, la cour militaire de l'ex-province orientale a été instruite de vider la saisine des dossiers pris en délibéré sans plus. Je vous remercie, Excellence. Voilà, merci donc, chers officiers, pour ces mots complémentaires à mon introduction. Vous pouvez donc comprendre que nous sommes en face d'une guerre asymétrique. C'est du terrorisme. Parce qu'il n'y a pas un front sur lequel nos forces armées s'engagent avec une réplique en face. Ce sont des forces négatives qui sont noyées dans la population. C'est pour ça que nous avons particulièrement salué l'acte posé par les notabilités de la grande province de l'Ituri qui se sont tous engagés à soutenir l'état de siège qui est conduit dans cette région par le lieutenant-général Doumbouya. Nous encourageons tous ceux qui nous écoutent, de nos compatriotes qui sont dans les zones opérationnelles, de collaborer. Il n'y a aucune armée ne peut remporter une guerre si elle n'a pas le total soutien de sa population. Et donc ici, nous voulons insister sur ce fait parce que devant cette guerre asymétrique, la solution n'est pas que militaire. Il y a une composante sociale qui accompagne les opérations militaires, c'est la composante DDR, CS, et ensuite il y aura une composante économique qui devra suivre parce que finalement, tous ces jeunes Congolais qui sont dans les groupes armés ont besoin d'emploi et il y a tout un programme qui est conçu pour leur permettre de revenir. Vous avez remarqué que malgré l'éruption du Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, les opérations ont continué. C'est pour vous dire la bravoure de nos forces armées et la détermination du gouvernement à faire en sorte que cette situation d'insécurité qui perdure depuis 20 ans puisse se terminer. Et donc voilà, après ces mots introductifs, nous pouvons ouvrir notre échange avec les questions. On va commencer par Françoise Bouela. Merci, Monsieur le Ministre, pour la parole. Nous avons suivi des informations très détaillées sur les opérations menées au front, mais une question reste pendante. Vous avez dit il y a la puissance des FARDC, mais comment comprendre que cet ennemi arrive toujours à perturber la quiétude de la population? Pendant que l'armée est au front, on entend par-ci, par-là, des attaques ciblées de la population. Merci de la question. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, que nous sommes en face d'un mouvement terroriste. Parce que lorsque vous n'êtes pas dans un front, l'armée opère grâce au renseignement notamment, surtout quand il s'agit de suivre des forces négatives qui se mêlent dans la population. Si la population ne collabore pas, le général a dit tout à l'heure qu'il y avait des ADF ont des collaborateurs. Ils ont recruté parmi nous. Et donc ça veut dire qu'il y a une dimension de renseignement qui implique la population pour que nous puissions arriver à mettre fin à cette situation. Et lorsque vous apprenez qu'il y a des massacres, qu'il y a des attaques massives sur le civil, ça veut dire que l'ennemi est traqué. Ça veut dire que l'ennemi n'arrive plus à supporter la puissance de feu et il s'attaque vers de cibles non civiles, vers de cibles faciles. C'est pour ça que d'ailleurs nous disons que c'est une guerre asymétrique, c'est une guerre, c'est du terrorisme et pour lequel nous avons besoin de l'implication de tous à côté de nos forces armées pour arriver à y mettre fin. Alors, Steve Wemby. C'est Steve Wemby, je suis correspondant de New York Times. Je suis un peu dans une confusion. En fait, le porte-parole du gouvernement a parlé d'une guerre asymétrique. Le porte-parole militaire nous explique qu'il nous a montré les exploits, que les FARDC ont libéré, sécurisé, contrôlé même
les zones occupées jadis par les ZDF. Mais tous les jours, même avant l'état d'urgence, il y a eu des massacres. Pire encore, pendant l'état d'urgence, les massacres ont augmenté. Est-ce que, et nous notons bien sûr, il y a l'incident, quand les ZDF entrent, ils font l'incursion dans la zone occupée par les FARDC, surtout sur la route numéro 4. Est-ce que les FARDC a un problème d'effectifs pour sécuriser les zones contrôlées par elles-mêmes? Merci. D'abord, il n'y a pas de contradiction entre ce que moi je dis et ce que le général dit. Ça veut dire que lorsqu'on dit qu'ils n'ont plus de quartiers généraux, ça veut dire qu'ils avaient des localités qu'ils occupaient. On est venu, on les a délogés. Parce qu'ils sont délogés de ces localités, qu'est-ce qu'ils font? Ils se morfondent dans la population. Il y en a qui ont été capturés, il y en a qui ont été neutralisés. Mais là où ils vont, ils continuent d'opérer. Parce qu'au-delà du fait qu'ils font toutes ces exactions, ils ont des activités économiques. Ils ont des activités économiques. Et puisque c'est une situation qui dure depuis des années, mais certains ZDF se sont mariés à nos sœurs. Et donc, c'est une question qui est complexe et qui requiert des solutions de plusieurs ordres. Je vais me faire compléter par le général. Oui, il faut bien comprendre que la nébuleuse reste une couleuvre qu'il faut savoir la gérer. Nous avons dit que nous avons mené des opérations pour sécuriser les grandes agglomérations. Et nous les avons sécurisées et complètement protégées. Mais les éléments terroristes qui ont échappé à nos frappes ont quitté Beni, se sont dirigés vers Tchabi et sont allés vers Boga. Dans leur débandade, au titre de représailles, tous ceux qui le croisent sur la route, ils le tuent. C'est aussi clair que cela. Ce n'est pas que nous avons des effectifs moindres par rapport. Non. Eux, ils ne sont pas plus nombreux que nous. Mais le ministre insiste, et nous les disons, nous parlons de la même chose. C'est une guerre asymétrique. Ils ont été tapés, ils ont été défaits. Mais dans leur fuite, là, ils se divisent en groupes de 3, 4, 5. Et là où ils sont en train de partir, quand ils croisent quelqu'un, peut-être qu'ils sont allés pour s'approvisionner à un endroit précis. N'ont ni la possibilité d'avoir de l'eau, ni d'avoir de la nourriture. Mais ils arrivent dans un champ, ils veulent avoir de la nourriture. Ils trouvent le propriétaire du champ, qui peut-être malheureusement est arrivé dans son champ, un lieu qui n'est pas encore sûr au terme de sécurité. À ce moment-là, qu'est-ce que ces gens font? Ils le tuent. Mais aussi, n'oubliez pas le mot des terroristes, quand ils opèrent, le modus operandi, ils veulent des actions d'éclat pour que l'on parle d'eux. Et ils ne parlent pas. Mais ils font parler leur exploit macabre. Mais ce qui est vrai, ils ne peuvent pas affronter, ils évitent d'affronter les forces régulières parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Mais quand ils sont en train de fuir, en allant vers... Écoutez, puisque je sais que vous avez parlé de Boga et de Tchabi. Mais vous savez que Boga et Tchabi, c'est des localités où il n'y avait pas de problème de sécurité. Il n'y avait pas de problème d'ordre public. Tout était calme, tout baignait dans la paix. Mais quand ces voyous ont été défaits et délogés de leur QG, de leur place forte, ils se sont dirigés vers des endroits très calmes, où les gens vivaient en harmonie, en paix. Ils sont venus, se sont intégrés dans les communautés locales, de nuit, et ils ont commencé à opérer en tuant des gens. Et quand vous apprenez que les gens sont morts, c'est pas qu'ils sont allés, ils ont occupé, non. Ils sont infiltrés, comme vous dites, parce qu'ils sont allés dans des endroits qui étaient dans la quiétude totale, qui n'avaient aucun problème. En arrivant, ils ont troublé l'ordre en commençant par massacrer des gens. Et dans la fuite, ils se mettent aussi dans les rangs de ceux qui fuient. Et chemin faisant, ils exécutent des gens. Okay. Voilà. Laurette Mandala.
Monsieur le ministre, nous avons écouté sérieusement le porte-parole militaire et nous avons compris que le bilan est largement positif, des territoires ont été récupérés. Mais la question que je me pose est de savoir combien de temps les FARDC vont rester dans ces territoires conquis, parce que nous savons que la population se plaint toujours du problème de l'absence de l'autorité de l'État. Les FARDC arrivent, combattent, ils conquisent, comment dirais-je, le territoire, mais après ils quittent et les groupes armés reviennent pour récupérer leur position. Combien de temps ils vont rester dans ces territoires-là? C'est ça ma question. Est-ce que vous allez vider les lieux juste à la fin de l'état de siège? Je crois que l'un des objectifs pour lequel l'état de siège a été installé, c'est que ça fait plus de 20 ans que cette situation d'insécurité perdure, que ça fait aussi plus de 20 ans que nos troupes sont sollicitées. Mais vous êtes en face d'une guerre qu'on venait d'expliquer ici, qui est asymétrique, c'est difficile et complexe. Si vous avez vu le président de la République activer ces mécanismes constitutionnels prévus d'état de siège, c'est justement pour donner à nos forces armées tout l'éventail des possibilités qui leur permettent d'aller un peu plus loin. Vous avez vu que la guerre à laquelle nous faisons face, pour nous en sortir, il faut du renseignement. Le renseignement, ça veut dire que vous devez, vous, autorités militaires, vous organiser, avoir des relais au sein de la population pour que lorsque les malfrats, quittant ou fouillant les positions dans lesquelles ils étaient parce qu'ils sont combattus, se mêlent, que vous puissiez les dénoncer. Et donc là, elle est complexe. Lorsque vous dites combien de temps ils vont rester dans les territoires conquis, c'est des territoires de la République. On ne peut pas conquérir ce qui est censé être dans les girons de la République. Mais l'idée ici, c'est de dire, lorsque nous récupérons des localités qui étaient occupées par des forces armées, on y amène la sécurité. Mais vous savez, madame, les questions que nous connaissons de manière générale, c'est parce que dans toutes ces années ou de toutes les décennies qui sont passées, on n'a pas consolidé l'autorité de l'État. Et donc, l'autorité de l'État ne saurait se consolider pendant une période temporaire qu'on appelle l'état de siège. La période temporaire qu'on appelle l'état de siège, c'est pour apporter une thérapie de choc. Lorsque cette thérapie de choc passera, on prendra des mesures administratives qui permettront un retour à la vie normale, mais avec une vigilance accrue. C'est pour ça que ces opérations se font accompagner du processus des DDR pour être sûr que ceux qui ont quitté les métiers des armes lundi, mardi, se reconvertissent en agriculteurs ou dans un autre domaine. C'est pour ça que pour cette fois-ci, le Premier ministre l'a dit à Goma, le Président de la République lui-même l'a dit, nous sommes entrés dans une phase que nous souhaitons finale de tous ces groupes armés, de tout le reste. Il y a une composante militaire opérationnelle, il y a une composante renseignement, il y a une composante sociale, il y a une composante régionale. Parce que dans les groupes armés que nous combattons, il y a des groupes armés nationaux, mais il y a des groupes armés étrangers. Et je l'ai dit dans un des comptes rendus du Conseil des ministres, qu'il y a des contacts réguliers entre notre armée et les armées de pays voisins qui ont des rebelles dans notre pays. Les EDF sont des Ougandais, les FDLR sont des Rwandais. Et donc, dans des processus définis par des mécanismes régionaux, il y a des échanges de renseignements qui se font pour être sûr que la composante régionale diplomatique est bien prise en charge. Lorsque la composante militaire se déploie, la composante DDR, la composante sociale. Vous voyez que nous sommes sur 4-5 fronts en même temps dans l'objectif de sécuriser une bonne fois pour toutes cette partie du pays. Baudouin Kamanda. Monsieur le ministre, je croyais que je m'appelais Muzembe Kamanda. Baudouin Kamanda, Kamanda Muzembe. Non, plutôt Kamanda Muzembe. Voilà. Baudouin serait mis aux autres. À l'authenticité. Merci. Citoyen. Merci. Bon, monsieur le ministre, je voudrais quand même que le gouvernement et l'armée nous parlent un peu des implications ou de la complicité des militaires. Enfin, la complicité des militaires dont on a parlé bien avant l'état de siège et même tout au début de l'état de siège. Il y a des militaires qui ont été arrêtés, d'autres conduits à Kinshasa sous prétexte de complicité avec les groupes armés. Et vous n'avez pas évoqué ce problème dans vos propos. Alors, j'aimerais un peu que vous nous parliez de cela. Je crois que le commissaire supérieur a parlé de la suppression
de cours militaires. Il va y revenir, mais ici, il y a un principe qui est clair. L'état de siège se déploie avec un mécanisme judiciaire adapté. L'état de siège n'est pas une carte blanche accordée aux militaires. Au contraire, la cour martiale sévira encore plus durement pendant cette période. Et vous avez vu, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont posées, une polémique vaine qui est née au départ de l'état de siège pour dire que dans l'armée il y a ceci, dans l'armée il y a cela. Nous ne voudrons pas y revenir. Mais nous savons que la composante justice, autant elle peut s'appliquer pour les groupes armés, autant elle s'applique à nous-mêmes. Parce que la discipline étant la mère des armées, vous ne pouvez pas, alors que vous travaillez à restaurer la discipline, être vous-même dans les pièges de l'indiscipline. Et donc, vous pouvez avoir vos assurances, et d'ailleurs dans une de nos productions ici à la RTNC, nous avions amené le colonel Makelele, qui est auditorat militaire en Ituri, dans une cour qui n'existait pas, mais qui a été créée parce qu'il y a ces besoins d'accompagner les opérations militaires. Je voudrais passer la parole au commissaire supérieur, puis au général, pour me compléter sur cette question. Je crois que j'ai dit tout de suite que lorsque l'état de siège a été proclamé, beaucoup de défenseurs des droits de l'homme sont montés au créneau pour dire que le droit de la défense et de recours seront bafoués, étant donné qu'il y avait une cour militaire opérationnelle qui statuait au premier et en dernier ressort. Et vous avez suivi avec nous qu'il y a eu une ordonnance qui a été prise pour supprimer cette cour militaire d'exception et installer une cour militaire ordinaire au niveau de l'Ituri. Et on a demandé à la cour militaire de l'ex-province orientale de continuer avec la saisine des dossiers qui étaient déjà pris en délibéré sans plus. Et au niveau de Béni, on a demandé au tribunal militaire de garnison de continuer la saisine des dossiers qui étaient pris en délibéré sans plus. Et donc c'est pour vous dire que les militaires qui présumaient complices qui étaient en train de comparaître ne sont pas volatilisés. Ils sont en train, n'est-ce pas, d'être... on est en train d'instrumenter sur ce dossier-là parce que le dossier juste ont été remis aux personnes ou aux responsables judiciaires qui sont en train, n'est-ce pas, de faire la transition. Donc, moins de soucis pour ça. Ceux qui sont venus à Kinshasa sont en train, n'est-ce pas, d'être auditionnés et bientôt, ils passeront, n'est-ce pas, la composition va statuer sur ça. Je crois qu'il y a moins de soucis à se faire. Merci, Général. Excellence, merci. Je n'ai pas d'éléments à ajouter. Je dis seulement que chaque fois qu'il y a une action d'accusation, il faut qu'il y ait une action qui soutienne cette accusation. Aussi bien pour la calomnie que pour des faits avérés. La calomnie, quelqu'un prouve son innocence et la personne qui l'a calomnié est sanctionnée. Dans les cas d'espèce, nous voudrions bien croire que la justice qui a été saisie à ces sujets puisse aller jusqu'à la fin avec ces dossiers et rendre compte publiquement parce qu'il n'y a rien à cacher. Merci. Marcel Ngaï. Merci, Excellence. J'aimerais... il y a quelques bouts de phrases que j'ai retenues. Guerre asymétrique, mal cancérisée, la nébuleuse qui devient une couleuvre. Pendant combien de temps, même en général, on va s'éterniser dans cet état de siège? Vous pensez que ça peut prendre combien de temps? La deuxième chose, Excellence, Monsieur le Ministre, concerne la symétrie qu'il faut établir entre la lutte commune contre les groupes armés et leur complicité avec des rebelles, des groupes rebelles étrangers qui opèrent chez nous. Ces groupes ont fui leur territoire pour venir se cacher au Congo et ils opèrent. Les ADF, par exemple, opèrent au Congo
ils ne rentrent pas en Ouganda parce qu'en Ouganda, il y a des contradictions peut-être politiques qui font qu'ils ne peuvent pas rentrer là-bas. Pendant combien de temps on va tenter de résoudre le problème à l'interne sans pour autant résoudre le problème que posent les ADF pour ce qui concerne leur propre pays, l'Ouganda? C'est la même chose pour les FDLR. La troisième préoccupation concerne la demande qui a été formulée concernant l'extension de cet état de siège vers le sud Kivu. Parce qu'il y a des actes similaires qui sont posés particulièrement dans les territoires de Minembwe. Est-ce que cette question a-t-elle fait l'objet de vos délibérations au niveau du Conseil des ministres ou même en haute instance de l'armée et de la police? Pour terminer, excusez-moi, ça n'arrive pas tous les jours, pourquoi vous n'avez pas voulu communiquer sur l'éruption à l'occasion? Parce que vous venez de Goma, donc vous avez de nouvelles fraîches. Est-ce que vous n'avez pas de nouvelles à nous donner concernant l'éruption et la suite de la gestion des déplacés? Je veux commencer par le dernier point, parce qu'effectivement, la question de l'éruption est une question pour laquelle nous allons travailler, mais je crois qu'à ces propos, le Premier ministre chef du gouvernement s'est personnellement exprimé à ces sujets. C'était en direct sur la radio nationale où il a dit la réponse du gouvernement. Je veux vous le résumer. Nous sommes partis avec 12 ministres parce que la question de l'éruption a soulevé plusieurs autres questions en même temps. Des questions de santé, des questions d'environnement, des questions de tourisme, des questions d'hydrocarbures, des questions d'aménagement, des questions foncières. Nous sommes partis avec le Premier ministre pour voir comment les choses se déclineraient. D'abord, le Premier ministre était porteur d'un message du Président de la République, message de soutien et de compassion à ces populations. Nous savions que les populations étaient sorties de la ville. Nous savions qu'ils reviendraient parce que la situation que nous suivions quotidiennement, grâce à nos spécialistes de l'OVG, évoluait positivement. Nous avions donc anticipé sur leur retour. Et lorsque le Premier ministre se déplace lui-même, vous avez vu que c'est à la suite de sa prise de parole que le lieutenant général Lim a fait l'appel au retour des déplacés, ça veut dire que nous avons eu le temps de tout planifier. Vous avez entendu les généraux vous dire de l'hôpital mobile militaire, qui est déjà sur place. Le président de la République a donné instruction aux forces armées qui se sont déployées avec leur personnel pour s'assurer que pour des besoins de prise en charge, pour des besoins d'éviter des épidémies, les militaires s'impliquent à côté des structures sanitaires locales pour apporter des solutions. Ce n'est pas seulement les militaires de l'unité médicale, mais c'est aussi les génies civils. Parce que vous savez qu'il y a des travaux des génies civils qui doivent se faire pour ouvrir les routes, pour penser à la reconstruction. Bon, l'armée a été mise à contribution pour ce faire. Dans la délégation du Premier ministre, il y avait le ministre des hydrocarbures, parce qu'il y a cette question du dégazage. Nous tous, nous avions suivi avec inquiétude cette possibilité d'éruption luminique. Ça veut dire que le gaz méthane se mélange au CO2 et le lac sort un gaz toxique qui empoisonne toute la ville. Et pour résoudre ce problème, il fallait procéder au dégazage. Dans la délégation du Premier ministre, il y avait non seulement le ministre des hydrocarbures, mais il y avait aussi l'opérateur qui a été sélectionné pour faire ces dégazages, non seulement sur le lac Kivu, mais aussi à Kabuno. Pour le retour des déplacés, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont plus retrouvé leurs parents. Et d'ailleurs, quand nous étions avec le Premier ministre en tournée le dimanche, nous avons rencontré beaucoup d'enfants qui, en ce moment-là, venaient de retrouver leurs parents, à l'hôpital du Nord Kivu principalement. C'était une grande émotion. Nous étions avec la ministre du Genre, Famille et Enfants, parce que cette question des enfants qui doivent retrouver leur famille est une question cruciale, est une question importante. Nous étions avec le ministre de la Santé, parce qu'il faut de manière étroite suivre le mouvement de retour, qui était bien organisé du reste, parce que le ministre des Transports qui était sur place, c'était non seulement pour s'assurer que l'espace aérien était praticable, nous avons été, nous, les premiers à atterrir à Goma après l'éruption, mais des bus ont été mis à disposition, suivant les axes et les programmes qui a été retenu par le gouverneur. Et donc tous les déplacés, où qu'ils soient, reviendront chez eux grâce aux moyens qui seront mis à disposition par le gouvernement. Ce n'est pas seulement la question du retour, c'est la question des vivres, c'est la question des médicaments, c'est la question du relogement. Tout a été mis en place. Nous avions fait même une évaluation sur place sur les dégâts sur les infrastructures scolaires. L'école revient, les élèves reprennent le cours le 14 juin.
Mais entre-temps, il faut faire une évaluation si une salle de classe a été touchée, si des pupitres ont été endommagés, pour que cela soit réparé, que les enfants retournent à l'école dans les bonnes manières, dans les bonnes conditions. Donc vous avez vu que la question de l'éruption a été plutôt totalement prise en charge. Et aujourd'hui, je pense qu'en termes d'assistance humanitaire, beaucoup a été fait. Aujourd'hui, le président de la République a convoyé sur place 4 avions cargo. Nous avons vu nos amis du Kenya nous en envoyer encore. C'est pour dire que la composante, tout au moins les besoins humanitaires urgents, ont été pris en charge. 16 milliards de francs congolais ont été mis à contribution pour régler les besoins urgents. Mais le Premier ministre a dit, je tiens à le répéter avant de finir sur ce point, que ceux qui occupaient les zones qui ont été dévastées par la lave à la sortie ne doivent plus réoccuper ces endroits. Donc, dans les déplacés qui reviendront, il y en a dont les maisons n'ont pas été touchées parce que c'est 10 quartiers qui ont été évacués, ils peuvent revenir. Mais pour ceux qui étaient dans des zones qui ont été particulièrement endommagées par la lave et pour lesquelles nous, en tant que gouvernement, on estime que les populations ne doivent plus être là parce que nous ne voulons pas porter la responsabilité à quand de prochaines éruptions dans 20 ans, dans 15 ans, seront progressivement relogés. Il y a un travail avec la protection civile qui a été fait à ces sujets et qui va se poursuivre. L'autre volet de la question, vous avez parlé du Sud Kivu. Nous avons été dans le Sud Kivu. Le Premier ministre a présidé une réunion de sécurité à ce sujet. Évidemment, le besoin de sécuriser le territoire national est un besoin qui s'impose. Et toutes les provinces doivent bénéficier de la même attention. Mais c'est aussi une question opérationnelle. C'est aussi une question stratégique. L'autorité suprême, le commandant suprême, en accord avec l'état-major général, ont estimé que nous devions commencer par là où le bas est plus chaud, là où les dégâts sont plus grands. On parle de Béni, vous avez vu 2 enfants s'élever à Béni. Vous avez vu tout ce que vous avez vu là. La particularité, peut-être que la technique va nous rebalancer la carte, vous allez voir que Béni est voisine de l'Ituri. Et que le fameux triangle de la mort dont on parle, il part du Nord Kivu et arrive en Ituri. Et ça s'est mis ensemble. Et donc, le fameux triangle de la mort se situe sur cette zone-là. Il fallait d'abord en finir de ce côté-là et voir dans quelle mesure, pour les autres provinces, au-delà des efforts qui sont en cours en termes de sécurité, comment on renforcerait la sécurité dans le Sud Kivu pour amener la paix. L'état de siège, je l'ai dit et je le répète, est une situation temporaire qui apporte une thérapie de choc. Vous savez, j'ai assisté à une réunion avec le Premier ministre, il y a des miliciens qui se sont rendus d'eux-mêmes. Parce qu'il y a des messages qui sont faits. Ceux qui sont dans les groupes armés, ce sont nos frères, ce sont nos compatriotes. La solution militaire, c'est la solution extrême. Mais s'ils peuvent se rendre, et si on peut le réintégrer dans la vie civile, pourquoi le gouvernement ne le ferait pas? C'est tous ces efforts qui sont mis ensemble, mais pour l'état de siège, parce que l'insécurité dure depuis autant d'années, nous apprécierons le moment venu. Vous avez vu que c'est le Parlement qui a autorisé. Ça veut dire qu'il y a une concertation institutionnelle et on estime que nous devons procéder de cette manière. C'est pour ça que nous appelons tous ceux qui peuvent contribuer à donner une information aux forces armées pour repérer tous ceux qui s'incrustent dans la population pour semer la désolation sont les bienvenus. Toutes ces informations vont nous permettre le plus rapidement possible de parler au plus urgent et de voir comment la vie normale peut reprendre. Général? Excellence, votre autorité a tout dit. Il a parlé de ZADF, d'FDLR. Il y a une sorte de conjuration pour faire du mal à la République et que il a l'impression qu'on s'organise. Enfin, il a l'impression que ça prend du temps pour en finir une fois pour toutes. Oui. Souvenez-vous que nous avions mené des opérations à l'époque contre le M23 qui avait été présenté comme une machine de guerre invincible. À ce moment-là, nous avions 2 ennemis en face, le FDLR et le M23. Mais le M23 était tellement virulent, tellement nuisible, que nous avons dit, entre les deux, le moindre mal, c'était le FDLR, il fallait à tout prix en finir avec le M23. Et on en a fini. Aujourd'hui, quand on parle de FDLR, il faut bien se regarder en face. Est-ce que les FDLR ont la capacité aujourd'hui de faire face à notre armée et d'occuper et contrôler des secteurs précis? Ils ont seulement une seule possibilité, la nuisance. Et à ce titre-là, le déploiement progressif. Tout à l'heure, on a posé une question sur
la conquête des objectifs militaires. C'est une dame, je crois, qui a posé la question, et que les militaires allaient partir. Non. Et dans les opérations militaires, il y a la phase de coercition. C'est celle-là qui consiste à contraindre par la force les voyous, les terroristes ou les miliciens, les hors-la-loi. Ensuite, il y a la phase, la deuxième, qui consiste à apprécier, après avoir inhibé la violence, comment on peut pacifier. Et quand on est à ce niveau-là, on est ensemble, armée et police, pour que la normalisation se passe en même temps que le retour à la vie ordinaire. L'armée et la police font le travail, mais progressivement l'armée se déplace vers d'autres conquêtes et la police reste avec les autorités locales, politico-administratives locales, pour gérer le vécu quotidien de la population. Parce qu'à ce moment-là, c'est le travail purement de la police qui commence. Donc, pour nous, c'est vrai, FDLR, c'est des sujets étrangers, au même titre que les ADF, que nous avons l'obligation de neutraliser, d'éradiquer, ou alors de chasser pour qu'ils rentrent chez eux. Mais en même temps, nous disons, les FDLR ne représentent plus une menace sécuritaire au même titre que l'ADF aujourd'hui. Mais nous avons l'obligation, en tant que forces armées de la République, police nationale congolaise, de neutraliser et de les éradiquer. Voilà. Monsieur Excellence, je voudrais revenir rapidement sur un aîné qui a dit comment se fait-il que lorsque l'ennemi, les forces armées combattent l'ennemi sur le front et que le même ennemi continue, n'est-ce pas, à massacrer la population. Je voudrais vous dire simplement que lorsque la puissance des feux est concentrée sur le centre de gravité des ennemis où partent des ordres, dans l'heure des bandades, ils ne vont pas venir vers ceux qui ont la possibilité de perforer la peau avec le plomb. Mais ils vont aller se diriger vers les déplacés qui sont dans les sites d'hébergement, faire le massacre pour qu'il y ait horreur au niveau de la population et faire dire à la population, regardez, les militaires que vous aimez sont en train de vous égorger. Créer une sorte, n'est-ce pas, d'antipathie entre nous et la population. C'est de cela qu'il s'agit. Donc quand ils ont reçu une frappe chirurgicale dans le centre de gravité, ils se dispersent. Et alors, pour créer la diversion, ils assassinent, ils font des meurtres, ils arrivent, n'est-ce pas, à faire la mutilation des cadavres, ils photographient et balancent ça sur Internet pour créer l'horreur. Dernièrement, vous avez suivi, il y a un message qui est passé, les ADF disent qu'ils ne partiront pas de chez nous, ils ont enfants et petits-fils, et qu'ils vont aller découvrir, ils vont aller manger les maniocs dans les champs de nos populations, parce que la population collabore avec l'armée. Et donc, de ce côté-là, soyez rassurés que votre armée est en train, n'est-ce pas, de faire un travail de professionnel. Et vous aviez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'au niveau du Sud Kivu, on n'a pas fait l'extension de l'état de siège. Vous avez suivi le commandant suprême qui vous a dit qu'au niveau du Sud Kivu, il s'agit plus de conflits intercommunautaires, conflits de terre et consorts. Mais ça n'exclut pas que soit envisagé, n'est-ce pas, l'extension de l'état de siège. Et comme l'avait dit le général, c'est que quelqu'un posait la question de savoir, il y a des agglomérations qui sont libérées par l'armée, réoccupées par les groupes terroristes. Bon, je ne sais pas où il s'agit de quelle agglomération, peut-être lesquelles nous sommes mal informés, mais depuis qu'il y a eu l'état de siège, excusez-moi, même au niveau des autres villes, hein, je vous dis, il y a une motivation des forces de l'ordre et de défense pour aller là-bas, pour aller dire bon, qu'on en finisse une fois pour toutes. Et donc, plus les villages sont libérés, et surtout que il ne s'agit plus des autorités politico-administratives de l'époque qui avaient échoué de gérer la menace. Maintenant, il s'agit des autorités, gouverneurs, militaires qui sont disciplinés. Voilà. Je veux rajouter sur cette phrase. Vous avez suivi que le président a poursuivi
la nomination des administrateurs de territoire qui sont aussi des militaires et des policiers. Donc, l'ordre qui est à la tête de province, c'est l'ordre qu'il y aura dans tous les schémas administratifs de province pour être sûr, justement, que quand les localités, quand les forces armées font leur travail, la police reste pour consolider. Il reste 5 minutes, parce que nous devons libérer l'antenne. On va prendre 3 questions. Rachel, Gino et Paul Matendo. Élisée, ce sera une prochaine fois, sauf si c'est une courte petite question. Elle est très courte. Bon, Rachel, il faut faire vite, comme ça on va libérer l'antenne. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Une belle performance de nos forces armées de la République démocratique du Congo, à entendre le compte-rendu du général. Mais j'aimerais avoir une petite précision. Vous parlez des sanctuaires qui ont été récupérés, base hier des groupes rebelles, mais on en comptait combien ? Combien ont été récupérés et combien restent à récupérer? Pareil pour les localités, les villages et les cités occupées par les groupes rebelles. Comme ça nous permettra aussi d'évaluer plutôt que d'y aller comme ça sans savoir où on en était hier, où on en est aujourd'hui et combien de temps il reste pour que finalement vous puissiez bouter hors d'état de nuire les groupes rebelles qui écument la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, la sanction n'est pas que négative, il y a aussi une sanction positive. Les forces armées de la RDC font des prouesses dans l'Est depuis l'état des sièges. Est-ce que le gouvernement a pensé à une sanction positive? De quelle nature sera-t-elle? Merci. On va prendre la dernière série de personnes qui ont été sélectionnées. On enregistre les questions, on répondra une fois pour toutes pour des besoins de temps d'antenne. Paul Matendo, allez-y. Merci, Monsieur le ministre. Dans ce propos, le général a déclaré que parmi les personnes capturées, il y a eu 14 étrangers. Le général ne nous a pas dit ils sont de quelle nationalité, est-ce qu'ils seront jugés en RDC ou bien dans leur pays. Merci. Merci. Gino Tabou. Ma question, c'est au général Léon Richard. Le question, c'est à moi. Oui, excusez-moi, Excellence. Oui, Monsieur le ministre, je pose la question de savoir, parce qu'en suivant le général, c'est comme si tout va bien. Vraiment, ça redonne de l'espoir. Cependant, il y a des élus du Grand Nord, dans le Nord Kivu, qui continuent d'affirmer que vous n'aviez pas engager les opérations de grande envergure pour bouter une fois pour toutes l'ennemi, parce que ils ont dénombré du 1er mai au 6 juin environ 150 personnes qui ont été massacrées en secteur de Rwenzori, secteur de Beni, Mbaou, alors que tout à l'heure vous venez de parler de Mbaou. En tout cas, c'est désolant. Ils pensent que c'est d'ailleurs lors du Conseil des ministres du compte rendu, son Excellence n'en a même pas fait allusion. C'est comme si le gouvernement n'a pas compati à ces populations qui ont été victimes de ces différents massacres. Vous êtes sûr que vous avez lu le compte rendu? Il faut relire le compte rendu du vendredi. Oui. Ok, Excellence, je continue avec une autre question. Vous avez toujours parlé des terroristes qui seraient en contact avec ceux qu'on appelle ceux africains, qu'on a toujours qualifiés des Daesh. Est-ce que vous pouvez nous dire que vous avez capturé quelques-uns d'entre eux et est-ce qu'ils vous ont donné aussi quelques informations en rapport avec leur mouvement? Merci. Merci. Élisée Odia pour terminer. Je voulais savoir quels sont les mécanismes mis en place, notamment pour éviter l'infiltration des miliciens dans des camps sinistrés. Là, je suis dans le territoire de Nyiragongo, où on estime que c'est un territoire qui n'est pas, qui est à l'abri des opérations, des zones opérationnelles et qui la population est à l'abri de toute incursion ou infiltration des miliciens. Merci. Je commence par la dernière question et je me ferai compléter. Quelles dispositions prises pour éviter l'infiltration des miliciens dans les territoires de Nyiragongo? Vous savez que l'une des questions importantes lorsque le déplacement de la population a été décidé, c'était la sécurité. Et aujourd'hui, les sites qui ont accueilli des déplacés sont des sites, c'est que vous étiez avec nous durant le voyage, vous avez vu qu'il y a
un effort pour assurer la sécurité de manière étroite. Bon, lorsque vous parlez du territoire de Nyiragongo, le territoire est voisin, où une partie du parc est une voisine du territoire, et dans le parc, c'est là qu'il y a des coupeurs de route et tous ces autres criminels. Mais, de ce point de vue, vous pouvez être sûr que ce soit au niveau du gouverneur militaire ou de son adjoint, les policiers, les généraux en mis, tout est mis en place pour que tous les périmètres soient bouclés. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des cas isolés, parce que c'est pourquoi on veut que la population s'implique pour dénoncer lorsque vous trouvez des cas suspects, des terroristes qui viennent endeuiller ou semer la désolation, là où la police veut s'assurer que tout se passe dans la paix. Alors, Dino Tabou, pas d'opération de grande envergure engagée. Je dois vous rappeler que ce soit en Ituri ou dans le Nord Kivu, nos forces armées sont en opération. Quand on parle de Sokola 1, c'est dans le Grand Nord vers Béni. Sokola 2, c'est dans la partie Masisi Rutshuru. Lorsqu'on a décidé de décréter ou de proclamer l'état de siège, l'état de siège ne signifiait pas venir, commencer à bombarder, tel que les gens se font un peu une image. Non. L'état de siège, ça veut dire qu'on passe l'administration civile aux militaires. Et les militaires, lorsqu'ils viennent avec l'état de siège, nous ne fonctionnons plus comme les choses fonctionnaient normalement. Ça veut dire qu'on donne du pouvoir au-delà de la normale aux militaires pour leur permettre d'avoir un champ plus ouvert. En état normal, ils sont en opération, ça suffit. Mais en état de siège, ils peuvent décider de faire de perquisitions. Ils peuvent décider, je donne un exemple, si moi je suis dans les Nord Kivu pendant cet état de siège, je parle de moi à l'époque, lorsque j'étais député, mais lorsque je tombe dans une position hostile à la loi, mes immunités ne valent plus. En état de siège, c'est aussi un exemple pour vous dire que les autorités militaires disposent de tous les moyens légaux pour agir et mettre fin à toute forme de situation qui menace l'intégrité du territoire. Alors, lorsque vous parlez des Daesh, lorsqu'on arrête en opération, lorsqu'on arrête des éléments, après, lorsqu'on les amène, il y a toujours cette phase d'instruction. On pose des questions. Et il y a des choses qui relèvent, qui peuvent être dites, d'autres qui ne peuvent pas être dites, parce que ce sont des renseignements qui permettent aux forces armées de mieux calibrer leurs opérations futures. À la question des Paul Matendo, ça se recoupe. Peut-être que le moment venu, je me ferai compléter à ce propos. Si on estime que c'est nécessaire de dévoiler la nationalité de ces 14 étrangers qui ont été arrêtés, nous le ferons. Mais pour l'instant, il y a des besoins d'enquête, il y a des besoins de calibrer les opérations qui requièrent que certaines choses restent confidentielles au-delà des informations qui vous ont été données. Alors, la question de Rachel, combien de localités à récupérer, combien, je pense que le général pourra aller dans le détail, mais ici le souci c'est de dire, le souci principal c'est la restauration de l'autorité de l'État. Le souci principal c'est d'être sûr que nos administrateurs de territoire connaissent les hommes, connaissent les femmes qui habitent dans leur région. Et donc il y a un effort qui est fait partout, parce que le général vous l'a dit tout à l'heure, qu'il n'y a plus un front où vous allez, vous trouvez que c'est là qu'ils sont. Vous attaquez là-bas. Et lorsque vous finissez d'attaquer là-bas, ils ne sont plus là. Non, ils sont partout. Ils sont partout dans plusieurs localités. Et donc c'est complexe. Aujourd'hui, on ne saura pas vous dire que tel territoire est occupé entièrement par tel ou par tel, parce que ce n'est pas des groupes identifiés, homogènes, où vous allez, ils sont là, vous les identifiez, et voilà, vous les combattez. Et vous avez parlé de la sanction positive à l'armée. Vous avez suivi qu'il y a quelques jours, le Premier ministre a reçu le chef d'état-major général à côté du ministre de la Défense, parce qu'il y a un souci. Cette fois-ci, nous voulons, à travers cet état de siège, saisir l'opportunité pour en finir une fois pour toutes cette histoire de guerre à l'Est qui décime la population et qui, depuis plus de 20 ans, nous empêche de nous développer. Et donc, pour ce qui concerne les traitements de nos forces armées, il y a des efforts qui seront toujours faits pour que non seulement qu'ils disposent de la logistique, mais qu'ils disposent des vivres et de la motivation qui leur permet d'avancer. Au début de cette conférence, on a commencé par un reportage qui vous a montré qu'il y a des troupes qui ont été formées au Gabon.
qui vont venir pour renforcer les effectifs qui sont là-bas et renforcer les effectifs de forces armées. Donc, la volonté du président de la République ici est connue. Vous ne pouvez pas avoir un pays qui a 9 frontières, qui est aussi nanti naturellement, et ne pas avoir une armée qui soit en mesure d'assurer la défense du territoire. C'est pour ça que nous devons, comme peuple, les soutenir pour les sacrifices qu'ils font, pour être sûr que si nous avons une armée forte, nous aurons nos frontières sécurisées, nous pourrons pleinement profiter de notre potentiel. Général. Excellence, merci. Alors, je crois, madame, que quand nous avons commencé à donner des éléments avec préoccupation, nous vous avons présenté un document qui retrace la cartographie de l'ennemi tel qu'il s'est pavané sur notre territoire. Je crois, et nous avons dit, qu'au départ, l'ennemi occupait 750 km² dans le Grand Nord. De longueur, l'espace occupé par l'ADF, et la profondeur 50 km. Et quand nous avons conduit ces opérations, oh, combien d'hommes nous avons aussi perdu sur les théâtres, les militaires, pour en arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui, je vous ai cité Mwalika, je vous ai cité Mayangose, je vous ai cité Totolito, Mamoudioma, Madina, Kassinga, Kididiwe. C'est des endroits, La Haye, c'est même La Haye, c'était un centre où il y avait tout ce qu'on voit comme pylône portant les meilleurs appareils de communication. Et l'ADF était venu s'installer là, y compris pour contrôler les communications officielles et de militaires. Mais nous avons nettoyé tous ces centres au point qu'aujourd'hui, transiter par là pour l'ADF, c'est impossible. Parce que c'est par là qu'ils passaient les recrues venant de tous les autres pays voisins, ils passaient par là. Et je rencontre immédiatement la préoccupation par rapport à la nationalité de 14 criminels voyous qui avaient été arrêtés avec les autres, à côté des autres qui étaient neutralisés. Il y a 2 ans, j'ai fait un point de presse au niveau de l'état-major général des forces armées. Et j'ai présenté une dame, Mabouya je crois, qui avait une blouse noire et le reste était presque rose. Cette dame est d'origine ougandaise. Elle m'a dit en face, vous m'importunez parce que vous êtes ici. Si c'était dans la forêt, j'allais vous bouffer. Cette dame avait mise au monde. On l'avait arrêtée, elle attendait famille. Elle l'avait mise au monde et elle a tué son enfant. Et la question de savoir pourquoi elle a fait, elle a dit, en voyant mon enfant, j'allais avoir l'émotion, la faiblesse pour vous livrer les renseignements sur notre mouvement. Alors une personne pareille. Dans les réseaux, tout le monde a vu la photo de cette dame qui avait son sac et dans son sac, il y avait des bombes artisanales. Et quand vous regardez les photos des dames ADF, chacune a le Kalachnikov. Elle est en train de coudre les habits dans la brousse à Madina, mais elle a une Kalachnikov. Et donc, parmi les gens arrêtés, il y avait des Ougandais, il y avait des Rwandais, il y avait des Tanzaniens, il y avait autant de nationalités. D'autres étaient venus même de lointains, presque l'Érythrée, l'Éthiopie. Des gens venus là-bas. On les a arrêtés. Et ces gens répondront de leurs actes parce qu'il existe des institutions spécialisées pour ce genre de questions. Vous avez parlé des opérations d'envergure. C'est quand même étonnant. Ce qui est étonnant, c'est quoi? Ce qui est étonnant, c'est que les gens posent la question sur les opérations, alors que nous sommes toujours dans les opérations depuis toujours. Y compris vous-même, parce que nous avons été ensemble à l'état-major général. Nous avons été ensemble pendant le séminaire chargé de la formation pour aiguiser la capacité du journaliste à traiter des questions de forces armées en posture de
de maîtrise. Nous avons été ensemble à cette occasion, nous avions échangé. Les opérations continuent, mais comme l'a si bien dit Monsieur le ministre, elles ont été intensifiées. Nous avons commencé à faire des bouclages partout pour rechercher, identifier et neutraliser les coupables, enfin les hors-la-loi. Nous avons également, Monsieur le ministre l'a dit, procédé à des perquisitions dans des endroits en fonction des renseignements reçus, en fonction des indications données par la population, les chefs de rue, les jeunes, les mouvements citoyens, bref, tous ceux qui se sentent concernés par la guerre citoyenne sont venus vers l'armée pour dire à cet endroit-là, il y a telle chose. Nous bouclons et après bouclage, nous identifions qui est qui, pourquoi est-il là-bas en ce moment et pourquoi il pose un acte répréhensible. Voilà, on va prendre rapidement le commissaire supérieur parce que nous devons terminer et libérer l'antenne. Oui, Excellence, je pensais que je suis passé une fois chez vous au bureau. J'ai vu qu'il y avait des journalistes qui cherchaient l'accréditation pour aller couvrir la guerre. Et j'étais très, très honoré, mais je pensais un jour que le journal devait les amener en première ligne pour qu'ils sentent l'intensité des hostilités. Ok, vous avez la réponse. Voilà. Et ils sont la bienvenue pour sentir l'intensité des hostilités en première ligne. Alors quand ils rentreront, nous leur demanderons le deuxième jour de répartir. Je crois que beaucoup seront découragés. Voilà, c'est sur ces mots que nous terminons cette communication. Comme nous l'avions dit, nous serons transparents et on va répondre à notre devoir de redevabilité, même s'il s'agit de parler des questions militaires qui ne sont pas toujours faciles à aborder. Et donc, nous vous contacterons dans les prochains jours parce que nous continuerons à suivre et à monitorer les informations sur l'état de siège. Nous voulons vous remercier et remercier tous qui ont accordé une attention particulière à cette conférence de presse. À la prochaine. Merci.